Est-ce que, Antoine, tu peux raconter comment ça se passe entre le moment où, dans un journal comme Mediapart, on se dit qu'il y a peut-être une histoire autour de ce qui deviendra l'affaire Perdriau, et puis le moment où le 26 août, on appuie sur le bouton publier après d'innombrables vérifications, d'innombrables débats, y compris déontologiques entre nous. Est-ce que, comme certains peuvent y accroire, c'est le type de dossier qui nous arrive tout cuit, ou est-ce que c'est une forme, comme on aime bien se le dire parfois entre nous, d'artisanat long, patient, fastidieux, semé d'embûches? Antoine, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous d'abord. Merci d'être venus si nombreux à cette soirée. Bon, sur les coulisses de l'enquête, je vais redire rapidement ce qu'on a en plus pas mal développé, y compris ces dernières semaines, dans des entretiens à la presse locale, dans des coulisses aussi que nous-mêmes nous avons diffusées, parce que c'est vrai que cette enquête en particulier, elle a des composantes qui sont assez inhabituelles pour nous et qui expliquent aussi pourquoi elle a mis autant de temps à aboutir. On a commencé à travailler dessus, j'ai commencé à travailler dessus en mars. Je dis souvent on parce que même si je signe les articles tout seul, en fait c'est une réflexion permanente, collective au sein du pôle enquête et même de tout le journal, et notamment sur les questions déontologiques dont on parlera un petit peu, dont je parlerai un petit peu. C'est des décisions qui se prennent évidemment pas seules, et le journalisme est un sport collectif. C'est comme ça qu'on le fait bien et qu'on le pense en tout cas, et qu'on le conçoit à Mediapart. Donc c'était voilà, une enquête très incertaine au départ. Je pense pouvoir dire que la première fois que j'ai entendu parler de l'affaire, et je reste secret volontairement sur ce point de départ parce que évidemment dans toute enquête il y a des sources. Il y a des sources que l'on protège, il y a des choses que l'on peut dire, et je vais aller assez loin dans les explications que je peux fournir sur la manière dont on a pu ensuite consolider les informations. Mais par contre, le point de départ d'une enquête, on est extrêmement rigoureux sur le secret et nos secrets de fabrication aussi de ce point de vue-là, parce que évidemment dans toutes nos révélations, il y a des personnes qui parfois prennent des risques, qui s'adressent à nous, qui entrent en contact, soit avec lesquels on est déjà en relation et qui nous mettent sur la piste de révélations à venir. Là, en l'occurrence, la première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, j'étais très incertain, même si je suis assez optimiste, mon tempérament est assez optimiste sur à chaque fois essayer de trouver des portes de sortie pour parvenir à publier des enquêtes. Là, il y avait deux grosses incertitudes qui étaient liées à la difficulté de matérialiser les choses. C'est très bien d'entendre parler d'une histoire de chantage à la vidéo intime, à la sextape, à l'échelle d'une commune ou d'une métropole, mais je mesurais très bien la difficulté qu'on pouvait avoir à prouver les choses. Et dès les premières discussions qu'on a eues au sein du pôle enquête, évidemment, est arrivée aussi la question du consentement de la victime au cœur de cette affaire, et du fait que la possible révélation de cette affaire pouvait participer aussi à la rendre encore plus victime sur la place publique. Donc il y avait déjà ces composantes-là. Je dois bien dire que sur la partie matérialisation des faits, on a pu avancer assez rapidement, dans le sens où cette affaire et les extraits qu'on a diffusés tout à l'heure, extraits sonores, reposent sur beaucoup d'éléments documentaires en fait. Déjà, il y a une vidéo qu'on a pu consulter, il y a même deux vidéos. Il y a la vidéo qui a été filmée dans la chambre d'hôtel, et il y a les extraits ensuite qui ont été montés pour être diffusés et montrés à la victime du chantage Gilles Artigue. Et il y a des enregistrements sonores, il y en a même beaucoup dans cette affaire, qui sont particulièrement incriminants pour tout un tas d'acteurs. Il y a ceux qui sont les plus spectaculaires, mais il y en a aussi d'autres extrêmement récents, y compris du mois d'avril 2022, etc. Et puis, comme dans toutes enquêtes, il y a une pluralité d'acteurs et de sources. Et très clairement, ce qui fait reposer
la solidité de la publication du 26 août et la raison pour laquelle on décide collectivement d'appuyer sur le bouton publier. On ne le fait pas à la légère, on sait l'impact que ça va avoir, on sait que ça va être un bouleversement politique, on sait qu'on engage la responsabilité à la fois pénale du journal, mais aussi en termes réputationnels, qu'il est hors de question de se tromper. Donc quand on publie, c'est qu'on est sûr de notre fait. Et ce qui permet de le faire, c'est de faire reposer toute la narration de cette affaire sur une pluralité de récits de personnes qui ne sont pas connectées les unes entre les autres. Il y a évidemment le rôle de Gilles Rossary-Langlais, qui est la personne qui a participé et qui assume avoir participé et qui raconte un certain nombre de choses étayées par des documents, etc. Il y a aussi une personne dont on parle très peu à Saint-Étienne, mais qui est l'escorte, qui a été filmée à son insu, qui est quelqu'un qui n'est pas connecté à la vie politique locale, qui n'est pas connecté avec les autres acteurs et qui va, dans les échanges que j'ai avec elle, me confirmer un certain nombre de faits extrêmement importants. Cette personne n'a jamais mis les pieds à Saint-Étienne, n'est pas animée d'une volonté politique, d'une volonté de vengeance, etc. Donc c'était extrêmement important aussi de l'avoir, cette personne étant elle-même victime de cette affaire, ayant été filmée à son insu elle aussi. Et il y a l'élément central aussi qui est les propos et les explications de Gilles Artigue. Et là, on tangente aussi avec, et je vais terminer là-dessus, l'enjeu déontologique pour nous, la question qu'on s'est longuement posée, qui était de savoir si Gilles Artigue refuse que nous publions cette enquête, qu'est-ce qu'on fait? Et je dois bien dire qu'on a eu des discussions passionnantes, inédites, bouleversantes parfois, parce que personnellement, je n'avais pas une position arrêtée et je me refusais d'avoir une position extrêmement figée là-dessus. Et je dois bien dire aussi que le premier rendez-vous que j'ai eu avec Gilles Artigue, en tentant d'entrer en contact avec lui de la manière la plus discrète qu'il soit, pour justement ne pas ébruiter la possibilité, le fait qu'il y ait une vidéo, y compris auprès de gens qui, autour de lui, n'étaient pas informés. C'était pas à moi d'informer ces personnes-là. Et lors de cette prise de contact, et je le dis en toute transparence parce que lui-même l'a dit par la voix de son avocat, Maître André Buffard, il n'était pas favorable à cette publication. Et on peut évidemment comprendre pourquoi. Et donc moi, je me suis retrouvé tiraillé, et on était collectivement tiraillés entre deux responsabilités. Celle de protéger la vie d'un homme, d'une victime qui a vécu pendant 8 ans et subi un chantage mafieux, on dit, avec un directeur de cabinet qui dit lui-même qu'il a des méthodes de criminels, donc je pense que le mot mafieux n'est pas dévoyé. Et en même temps, une responsabilité de journaliste qui est d'être dépositaire d'informations aussi graves sur la gouvernance d'une ville, d'une métropole, et de ne pas être responsable de l'omerta qui règne autour de ça. Et donc, il y avait une tension entre ces deux exigences-là, en fait. On a échafaudé des scénarios en se disant, peut-être qu'on ne pourrait pas donner le nom de la victime, par exemple. Donc ça, on l'a assez vite écarté en disant que ça reviendrait sans doute, ce serait pire, en fait, ce serait pire que le mal, parce que les personnes exerçant le chantage, en fait, continueraient à le faire, d'autant plus qu'elles savaient qu'il y aurait une rumeur en ville sur c'est qui. Voilà. On a réfléchi à la possibilité, par exemple, de ne pas dire que c'était un escorte dans la chambre d'hôtel. Voilà. On a cherché un petit peu, au moment où moi j'ai essayé de convaincre Gilles Artigue d'avancer avec nous dans cette publication et surtout de me confirmer un certain nombre d'informations. Et c'est ça qui s'est débloqué à la fin du mois d'août, sans doute par le biais des messages, des relances, etc., que j'ai multipliés, mais aussi, je pense, par sa réflexion, par des conseils qu'il a pu prendre, par des discussions avec ses proches. Voilà, cette décision lui appartenait, mais en tout cas, il y a eu un rendez-vous qui a été assez déterminant et qui a permis, au-delà du fait d'obtenir son accord, de consolider beaucoup d'informations.